Le 13 novembre 2020, à 8 heures du matin, dans la zone tampon de Guerguera, à la frontière entre le Sahara occidental et la Mauritanie, des dizaines de blindés marocains franchissent le Berme, cette ligne fortifiée érigée dans le désert. Parmi eux, des automitrailleuses légères Pahar AML 90, armées de leurs canons de 90 mm, ouvrent le passage. 60 ans après leur conception, 45 ans après les premiers combats du Sahara occidental, ces engins français continuent de patrouiller dans le même désert, pour le même pays, face au même adversaire. Aucun autre blindé léger au monde ne peut se prévaloir d'une telle longévité opérationnelle, sous les mêmes couleurs, sur le même théâtre, dans le même conflit. L'AMEL 90 marocain est devenu, malgré lui, le symbole vivant d'un conflit gelé qui refuse de mourir. Pour comprendre comment un véhicule conçu dans la banlieue parisienne en 1959 en est venu à incarner 6 décennies de guerre saharienne, il faut revenir à une autre guerre, une autre génération de blindés français, et une décision stratégique prise dans le silence de l'Élysée. Au début des années 1950, l'armée française se bat en Indochine, puis en Algérie, avec un parc de véhicules blindés inadaptés. Les Ford M8 Greyhound américaines, livrées pendant la guerre, disposent d'un canon de 37 mm insuffisant et d'une mitrailleuse impossible à servir depuis l'intérieur. Les lourds engins blindés de reconnaissance Pahar de BR, conçus pour la guerre en Europe avec leurs 8 roues et leur mécanique complexe, souffrent en terrain accidenté. Les Daimler ferrées britanniques légères et mobiles ne possèdent qu'une mitrailleuse de 7,62 mm. Aucun de ces 3 véhicules ne répond aux besoins français d'un engin léger, mobile, puissamment armé et adapté aux opérations de contre-insurrection. Le 19 mars 1956, la Direction des études et fabrications d'armement publie un cahier des charges précis. Le véhicule recherché doit peser 4,2 tonnes, disposer d'une autonomie de 500 km, être armé de 2 mitrailleuses et d'un lance-grenade, être aérotransportable et amphibie. Renault, Simca, Berliet, AMX, Saviem et Panhard manifestent leur intérêt. Seuls Saviem et Panhard présentent des prototypes. Panhard, constructeur automobile français fondé en 1886 et devenu spécialiste des blindés légers, étudie minutieusement la Daimler ferrée britannique et conçoit un engin radicalement différent. En 1957, les premières maquettes en bois sont évaluées. En 1958, Pahart présente le prototype 242, un véhicule à 4 roues motrices avec un équipage de 3 hommes et une silhouette compacte. Le châssis est validé dès 1959, mais l'armée française exige une modification majeure. La tourelle doit accueillir 2 hommes, le chef d'engin et le chargeur-tireur, et non un seul. Le développement de cette tourelle est confié successivement à Saint-Chamond, puis à Fives-Lille qui propose la tourelle FL13, refusée, et enfin aux ateliers du Havre de la compagnie normande de mécanique de précision qui remporte le marché avec une tourelle biplaces adaptée. Parallèlement, l'atelier de construction d'Haricourt développe une tourelle armée d'un canon de 90 mm d'EFA, initialement destiné à un autre projet, l'engin légère de combat AMX, SK722. Les essais sont concluants et cette tourelle lourde est montée sur le châssis léger de l'AMEL Panhard. Le mariage improbable entre un châssis de 4,9 tonnes et un canon de char donne naissance à l'automitrailleuse la plus puissamment armée de sa catégorie. La production démarre au début de 1959, dans l'usine Panhard de Paris. Le véhicule mesure 3,71 mètres de long, 1,91 mètres de large, 2,07 mètres de haut. Avec la tourelle et le canon vers l'avant, la longueur totale atteint 5,11 mètres. Sa masse oscille entre 4,9 et 5,8 tonnes selon l'armement et la motorisation. Le moteur Pahar type 4HD, un 4 cylindres à plat de 1997 cm3 refroidi par air, développe 90 chevaux à 4300 tours par minute, soit un rapport puissance-masse de 16 chevaux par tonne. La transmission intégrale permanente aux 4 roues assure une mobilité exceptionnelle en tout terrain. La vitesse maximale sur route atteint 90 km/h. L'autonomie est de 600 km. Le véhicule peut franchir des pentes de 60%, des obstacles verticaux de 30 cm et des fossés de 70 cm de large. L'armement principal de la version AML 90 est un canon d'EFA 299 F1 de 90 mm, un canon rayé à basse pression capable de tirer des obus explosifs et des obus perforants anti-char à charge creuse. 20 coups de 90 mm sont stockés dans la tourelle. L'armement secondaire comprend une mitrailleuse coaxiale de 7,5 mm et 2 lance-grenades fumigènes. Le blindage en acier protège l'équipage contre les armes légères et les éclats,
mais reste vulnérable aux armes anti-chars. La tourelle Hispano-Suiza H90, fabriquée sous licence, est tournante à 360 degrés avec une rotation manuelle nécessitant environ 20 secondes pour un tour complet. Le canon peut pointer de -8 degrés en dépression à +15 degrés en élévation. L'équipage se compose de 3 hommes. Le conducteur, placé au centre avant de la caisse, peut conduire trappe ouverte avec le siège en position haute ou trappe fermée avec le siège en position basse, disposant alors de 3 épiscopes. Le chef d'engin, situé à gauche dans la tourelle, commande le véhicule et l'emploi de l'armement. Le chargeur-tireur, à droite dans la tourelle, met en œuvre le canon et la mitrailleuse coaxiale. Les premiers exemplaires sont livrés en avril-mai 1961 au 2e régiment de hussards. L'AMEL est déployée en Algérie au début de 1962, mais les accords d'Évian ayant mis fin aux opérations militaires en mars 2162, elle n'est jamais utilisée au combat sur le sol algérien. Le véhicule arrive trop tard pour la guerre qu'il a vu naître. La commande initiale française porte sur 2000 véhicules. En 1961, le général de Gaulle, président de la République depuis 1958 et concentré sur l'édification de la force de frappe nucléaire française, décide de ramener cette commande à 600 exemplaires. Il souhaite donner la priorité absolue aux programmes nucléaires sur les programmes d'armement conventionnels. Cette décision brutale menace la viabilité économique de la production Pahar. Pour compenser la réduction française, Pahart se tourne vers l'exportation avec une stratégie commerciale agressive. L'entreprise propose un véhicule léger, aérotransportable, puissamment armé, facile à entretenir et vendu à un prix compétitif. Le succès est immédiat et dépasse toutes les prévisions. Si ce sujet vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air. Dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous regardez. Au début de 1962, la France achète finalement 210 AML 90 et 425 AML 60, cette dernière version armée d'un mortier de 60 mm. La gendarmerie nationale commande 70 AML 60 et 45 AML 90. Les premiers clients étrangers arrivent dès 1962. L'Afrique du Sud, confrontée à la perspective de conflits, de guérilla en Afrique australe, achète 100 AML, puis négocie une licence de production. L'entreprise sud-africaine Sandoc Austral produit 600 exemplaires sous le nom d'Eland 60 et Eland 90 entre 1962 et la fin des années 1980, avec un taux de contenu local atteignant progressivement 60%. L'Afrique devient rapidement le principal marché de l'AML. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Niger, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Zaïre, le Kenya et une vingtaine d'autres nations africaines achètent des AML 90 en quantité variant de quelques unités à plusieurs dizaines. Au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite commande 230 exemplaires. En 1967, le Liban en achète 52 entre 1970 et 1972. L'Irak en reçoit 170 entre 1967 et 1976. L'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est et l'Europe complètent une liste qui dépasse les 50 pays utilisateurs. La production totale de l'AML Panhard, toutes versions confondues, atteint environ 6000 véhicules entre 1959 et la fin des années 1980, dont plus de 900 pour l'armée française et la gendarmerie, et 1600 sous licence en Afrique du Sud. À ces chiffres s'ajoutent 1200 exemplaires du Pahard M3, un transport de troupes blindées développé en 1969, partageant 95% de ses composants avec l'AML et vendu exclusivement à l'exportation entre 1971 et 1986. Le premier test opérationnel de l'AML exporté survient en 1975, en Angola. La guerre civile angolaise oppose le mouvement populaire de libération de l'Angola, soutenu par Cuba et l'URSS, et équipé de chars T-34-85. Au Front national de libération de l'Angola et à l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, soutenu par les États-Unis, la Zaïre et l'Afrique du Sud. Dans le cadre de l'intervention américaine couverte, la CIA persuade le président zaïrois Mobutu de céder des AML 90 au FNLA et à l'UNITA en échange d'armements américains plus modernes. L'Afrique du Sud envoie 6 instructeurs de blindés pour former les équipages. Les AML 90, bien que surclassés en blindage et en puissance de feu par les T-34-85, apportent une mobilité et une capacité anti-char dont les forces pro-occidentales étaient totalement dépourvues. Le deuxième théâtre majeur s'ouvre en 1975 au Sahara occidental. Le 14 novembre 1975, quelques jours avant la mort du dictateur espagnol Francisco Franco, le Maroc et la Mauritanie
soutenu par la France, signe les accords de Madrid avec l'Espagne qui se retire de sa colonie du Sahara espagnol. Le Maroc annexe les 2 tiers nord du territoire, la Mauritanie le tiers sud. Le Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui fondé en 1973 et soutenu par l'Algérie et la Libye, proclame la République arabe sahraoui démocratique le 27 février 1976 et lance une guerre de guérilla contre les 2 pays annexionnistes. Les forces armées royales marocaines confrontées à un conflit de guérilla dans un désert immense reçoivent un soutien financier massif de l'Arabie saoudite et une aide militaire des États-Unis, de la France et de l'Afrique du Sud. Début 1976, une montée en puissance des équipements commence. Les AML 90 figurent parmi les premiers véhicules livrés. Certains arrivent d'occasion depuis la France, mais Pahar ayant fermé sa ligne de production, Paris oriente Rabat vers Pretoria. L'Afrique du Sud, qui exporte ses Eland 90 sous licence, devient le principal fournisseur marocain en véhicules de reconnaissance. Les sources divergent sur le nombre exact d'AML 90 et d'Eland 90 livrés au Maroc, les estimations oscillant entre 230 et plus de 400 exemplaires, si l'on inclut les livraisons sud-africaines. Ce qui est certain, c'est que le Maroc devient au milieu des années 1970 le plus gros opérateur d'AML 90 hors de France et d'Afrique du Sud, et que ses engins forment l'ossature de sa cavalerie légère au Sahara occidental. Le conflit du Sahara occidental oppose 2 doctrines radicalement différentes. Le Polisario pratique la guerre, de guérilla mobile, attaquant en colonne motorisée rapide, équipée de véhicules tout-terrain armés, de canons sans recul de 106 mm, de lance-roquettes multiples BM-13 et de véhicules de reconnaissance blindés, BRDM-2, soviétiques. Les Marocains, eux, privilégient la défense statique de postes fortifiés et le contrôle des axes routiers. Les AML 90, intégrés aux unités de reconnaissance et aux escadrons de sécurité, patrouillent entre les postes, escortent les convois et renforcent les garnisons isolées. Le 28 août 1979, la Mauritanie, épuisée par 3 ans de guerre, signe un accord de paix avec le Polisario et se retire du conflit. Le Maroc annexe immédiatement la portion mauritanienne. Le 29 août 1979, le Polisario lance une offensive majeure pour sécuriser l'accès à la ville stratégique de Dakhla. La bataille de Bir Anzaran oppose 2500 à 3000 combattants sahraouis, équipés de 500 véhicules aux garnisons marocaines. Le combat dure de 6h30 du matin à 16h. À midi, une contre-attaque marocaine menée par des AML 90 brise un mouvement en tenaille initié par les forces mobiles du Polisario. L'intensité des attaques sahraouis décroît puis cesse. Le commandant de la 4e région militaire du Polisario, Bana Ould Baha, est blessé durant la bataille. Le roi Hassan II annonce 125 morts marocains et affirme que les pertes du Polisario dépassent 500 tués et 60 véhicules détruits. Les chiffres du Polisario, jamais publiés officiellement, ne peuvent être vérifiés. Face à l'échec des tactiques conventionnelles, le Maroc adopte entre 1980 et 1987 une stratégie défensive radicale, la construction de 6 murs de sable fortifiés, appelés bermes, qui s'étendent sur 2700 km à travers le désert, le plus long système de fortification jamais érigé depuis la Grande Muraille de Chine. Derrière ces murs, protégés par des champs de mines, des radars, des batteries antiaériennes et des unités motorisées, le Maroc consolide son contrôle sur les 3/4 du territoire disputé. Les AML 90, positionnés en réserve mobile le long du berme, interviennent en cas d'infiltration. Les attaques du Polisario, qui comptait environ 15 000 combattants motorisés et bien armés au milieu des années 1980, se heurtent de plus en plus difficilement aux défenses marocaines. Les tentatives de percée du berme se soldent par des pertes croissantes. En 1988, l'ONU appelle les 2 parties à négocier. Le 6 septembre 1991, un cessez-le-feu est signé, prévoyant un référendum d'autodétermination organisé par la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Ce référendum, reporté à plusieurs reprises en raison de désaccords sur la liste électorale, n'a jamais eu lieu. Le cessez-le-feu de 1991 tiendra 29 ans. Pendant ces 3 décennies de paix armée, les AML 90 marocaines continuent de patrouiller le long du berme. Dans les années 1990, Pahar propose un programme de modernisation pour les flottes vieillissantes. Le Maroc devient le plus gros client de ce programme, avec plus de 200 véhicules modernisés. Les améliorations portent sur 3 domaines principaux. Premièrement, le remplacement des équipements de vision nocturne, infrarouge par des intensificateurs de lumière de nouvelle génération. Deuxièmement, l'installation d'un télémètre laser monté au-dessus du canon pour améliorer la probabilité de touche au premier coup. Troisièmement,
la modification du frein de bouche et du système de recul pour permettre le tir de munitions flèches, APFSDS, développé par Guyat Industries, capable de percer 50 mm d'acier conventionnel à 0 degré d'incidence, à 1300 mètres de distance, avec une vitesse initiale de 1050 mètres par seconde. Les munitions perforantes à charge creuse 8 d'origine conservent leur efficacité contre les véhicules légers et les flancs de char. Certaines AML 90 marocaines reçoivent également un remplacement du moteur essence Panhard 4HD, qui n'est plus produit depuis les années 1980, par un moteur diesel Peugeot XD3T turbocompressé, refroidi par liquide développant 95 chevaux, offrant 15% de puissance supplémentaire et 50% de couple en plus, ainsi qu'une consommation réduite et un risque d'incendie moindre. Cette motorisation prolonge significativement la durée de vie opérationnelle des engins. Le 13 novembre 2020, à l'aube, l'armée marocaine lance une opération militaire dans la zone tampon de Guerguera pour disperser des manifestants sahraouis qui bloquent depuis 3 semaines la route stratégique reliant le Maroc à la Mauritanie et au reste de l'Afrique subsaharienne. Le Polisario, affirmant que cette opération viole le cessez-le-feu de 1991, annonce le 14 novembre la fin du cessez-le-feu et le retour à la lutte armée. Des affrontements sporadiques reprennent le long du Berme. Les deux camps échangent des tirs d'artillerie et des frappes de drones. Le conflit, gelé depuis 1991, redevient actif. Dans ce contexte, les AML 90 marocaines, 60 ans après leur conception, reprennent les patrouilles dans le même désert, contre le même adversaire, dans le même conflit non résolu. Leur longévité opérationnelle s'explique par 3 facteurs. Premièrement, la simplicité mécanique du véhicule original facilite la maintenance et les réparations dans des conditions austères. Deuxièmement, les programmes de modernisation successifs ont maintenu les capacités de détection, de tir et de mobilité à un niveau acceptable face à un adversaire qui ne dispose pas de blindés lourds. Troisièmement, le caractère figé du conflit, avec de longues périodes de patrouille et de surveillance entrecoupées d'accrochages sporadiques, ne sollicite pas les véhicules au-delà de leur capacité résiduelle. Les AML 90 marocaines ne sont cependant pas les seuls à rester en service actif des décennies après la fin de leur production. En 2020, au moins 15 pays africains exploitent encore des AML ou des élandes, notamment le Burkina Faso, le Tchad, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Malawi, le Sénégal et le Zimbabwe. La plupart de ces flottes datent des années 1970 et ont été partiellement modernisées ou maintenues avec des pièces de récupération. Plusieurs nations ont retiré leurs AML du service de première ligne pour les reléguer à des missions de sécurité intérieure ou de formation. L'Irlande a retiré ses AML 90 en 2013. La France a retiré ses dernières AML du service actif au début des années 1990, remplacées par les RC-90, Sagaie, puis par le VBL et la MX-10RC. Le parcours opérationnel de l'AML 90 s'étend sur 4 continents et une 50aine de conflits. En 1982, lors de la guerre des Malouines, l'Argentine déploie 12 AML 90 de l'escadron de reconnaissance de cavalerie blindée, 181, et un nombre indéterminé de l'escadron 10, près de Port Stanley. Le 14 juin 1982, durant la bataille de Wireless Ridge, ces AML affrontent les Scorpions FV-1 et Scimitar FV-17, britanniques du Blues, Inde Royale, dans le seul engagement blindé contre blindé de la guerre. Les sources britanniques rapportent la destruction de plusieurs AML argentines, sans perte de leur côté. En 1991, lors de la guerre du Golfe, des AML 90 irakiennes déployées en unités de reconnaissance affrontent les forces du corps des marines des États-Unis et de la garde nationale saoudienne lors de la bataille de Khafji. Les sources américaines décrivent leur emploi comme inefficace face à la supériorité aérienne de la coalition et à la puissance de feu des blindés américains. Au Liban, entre 1975 et 1990, les 74 AML 90 livrés à l'armée libanaise entre 1970 et 1972 sont utilisés par plusieurs factions durant la guerre civile. 12 AML 90 sont hérités par les forces libanaises, mouvement chrétien, depuis l'armée régulière fragmentée. Le parti chiite Amal récupère d'anciens véhicules de l'armée libanaise. Ces engins participent aux combats urbains de Beyrouth et des montagnes libanaises, opérant souvent en appui-feu d'infanterie dans des rues étroites, un emploi tactique pour lequel ils n'avaient jamais été conçus. En Afrique subsaharienne, les AML 90 sont engagés dans les guerres civiles du Tchad, du Zaïre, du Soudan, de Somalie, de Côte d'Ivoire et du Togo. Ces conflits, souvent mal documentés,
voit les AML employés tantôt comme véhicules de reconnaissance, tantôt comme appui-feu mobile, tantôt comme symbole de puissance, lors de coups d'État. En 2014, une AML 90 française participe encore à une opération blindée au Togo, démontrant la persistance du véhicule sur le continent africain 53 ans. Après sa première livraison, le cinéma s'empare également de l'AML 90. En 1987, dans le film de James Bond tué, n'est pas joué, 2 AML 90 de l'armée marocaine sont maquillés en véhicules de reconnaissance soviétiques poursuivant des moudjahidines afghans. Ces exemplaires sont équipés de mitrailleuses RPK, montées et d'équipements de communication similaires à ceux des BRDM-2 soviétiques. En 1984, dans le film de guerre français Les Morphalus, 2 AML 90 sont erronément présentés comme des automitrailleuses allemandes servant l'Afrique à Corse pendant la Seconde Guerre mondiale. Un anachronisme flagrant pour les spécialistes. Face à l'AML 90, 2 concurrents principaux ont émergé dans la catégorie des automitrailleuses légères à roues. Le BRDM-2, soviétique, produit à plus de 7200 exemplaires entre 1962 et 1989 et exporté dans plus de 50 pays, est amphibie, dispose d'une mobilité exceptionnelle grâce à ses 4 roues motrices et ses 2 paires de roues escamotables pour franchir les obstacles, mais son armement principal, une mitrailleuse lourde de 14,5 mm, KPVT, est nettement inférieur en puissance de feu au canon de 90 mm de l'AML. Le commando V-150 américain, produit par Cady Algage à partir de 1963 et vendu à plus de 4000 exemplaires, offre une meilleure protection blindée et une plus grande polyvalence d'armement, incluant des variantes avec canon de 90 mm. Mais son poids de 9,9 tonnes le rend moins aérotransportable et moins adapté au terrain meuble que l'AML qui pèse moitié moins. L'AML 90 occupe une niche unique entre ses 2 concurrents. Contre le BRDM-2, elle offre une supériorité écrasante en puissance de feu anti-char, capable de détruire n'importe quel véhicule blindé léger et de menacer les flancs et l'arrière des chars moyens. Contre le V-156, elle offre une aérotransportabilité supérieure, une empreinte logistique réduite et une mobilité accrue en terrain difficile, au prix d'une protection moindre et d'une autonomie tactique limitée par la capacité en munitions de 20 coups seulement. Cette niche explique en partie pourquoi l'AML 90 a survécu aussi longtemps dans les arsenaux des nations, confrontée à des conflits de basse intensité, à des guérillas mobiles et à des contraintes budgétaires sévères. Le véhicule offre un compromis tactique acceptable entre mobilité, puissance de feu et coût d'acquisition et d'exploitation. Compromis particulièrement adapté aux armées africaines et moyen-orientales opérant dans des environnements désertiques ou semi-désertiques, avec des infrastructures routières limitées et des menaces blindées réduites. Cependant, ce même compromis condamne l'AML 90 face aux menaces modernes. Les mines antipersonnelles et anti-chars, omniprésentes dans les conflits africains, représentent un danger mortel pour un véhicule dont le blindage ventral est minimal. Les armes anti-chars portatives, notamment les lance-roquettes RPG-7 et leurs dérivés, percent sans difficulté le blindage latéral et frontal. Les systèmes de défense aérienne portables, bien que théoriquement hors de portée d'un véhicule terrestre, menacent les hélicoptères et avions de transport qui assurent la projection aéroportée des AML. Enfin, l'absence de système de protection NBC, de climatisation efficace dans les versions d'origine et de protection contre les engins explosifs improvisés, limite sévèrement l'emploi tactique dans les conflits contemporains. La France, pays concepteur, a retiré ses dernières AML du service de première ligne au début des années 1990. Le 1er janvier 1989, l'armée de terre française compte 439 AML 60 et 188 AML 90 sur le territoire métropolitain, soit 627 véhicules. 216 AML 60 et 188 AML 90 servent dans les unités de réservistes de la défense opérationnelle du territoire. 72 AML 90 équipent la force d'action rapide et 36 autres sont affectés à la mur armée. La dernière opération extérieure d'une AML, avec les forces françaises, a lieu en 1996 en République centrafricaine, avec le 1er régiment étranger de cavalerie et le 503e régiment de chars de combat de Mourmelon. Après cette date, le véhicule disparaît des théâtres d'opération français, remplacé par des blindés de nouvelle génération mieux protégés et mieux armés. L'héritage industriel de l'AML dépasse largement le véhicule lui-même. Le PAR M3, transport de troupes blindées, développé en 1969, partage 95% de ses composants avec l'AML 60 et fut produit à 1200 exemplaires entre 1971
et 1986, vendu exclusivement à l'exportation. Ce blindé est encore utilisé en 2020 dans plusieurs pays d'Afrique. Le VBL, véhicule blindé léger, conçu au début des années 1980 et produit à plus de 2500 exemplaires, reprend la philosophie de légèreté, de mobilité et d'aérotransportabilité de la MEL, tout en l'adaptant aux exigences modernes de protection et de modularité. Produit dans l'usine Panhard de Marolles en Hurepoix, le VBL équipe aujourd'hui l'armée française et une quinzaine de nations clientes. En 2005, PSA Peugeot Citroën, qui détenait Panhard depuis les années 1960, vend la société aux automobiles Overland. La nouvelle entité prend le nom de Panhard General Defense. En 2012, Renault Trucks Defense, filiale du groupe Volvo, rachète Panhard General Defense pour environ 60 millions d'euros. En 2018, Renault Trucks Defense devient Arcus et absorbe les 3 marques qu'elle détenait, dont Panhard. Le nom Panhard, synonyme de blindé léger français depuis 1906, disparaît en tant qu'entité industrielle distincte après 112 ans d'existence. La production de la MEL s'achève à la fin des années 1980 avec près de 6000 véhicules construits par Panhard et 1600 exemplaires produits sous licence en Afrique du Sud, soit un total combiné de 7600 automitrailleuses légères, toutes versions confondues. Aucun véhicule blindé léger occidental de l'après-guerre n'a été produit en aussi grande quantité, exporté dans autant de pays et maintenu en service actif aussi longtemps. Ce paradoxe ultime définit la MEL 90, un véhicule conçu pour une guerre qui s'est achevée avant son arrivée, réduite à 600 exemplaires par une décision présidentielle, privilégiant le nucléaire, sauvé par l'exportation vers des nations en développement, devenu le symbole vivant d'un conflit gelé au Sahara occidental et maintenu en service opérationnel 6 décennies après sa conception, alors que son pays d'origine l'a relégué au musée. L'histoire de l'AMEL 90 marocain révèle une vérité rarement formulée dans les analyses de défense. La longévité opérationnelle d'un système d'armes ne dépend pas de sa sophistication technique, mais de l'adéquation entre ses capacités résiduelles et les menaces réelles auxquelles il est confronté. Dans un conflit de basse intensité, où aucun belligérant ne dispose de blindés lourds modernes, où la mobilité dans le désert prime sur la protection, où les budgets de défense limitent l'acquisition de matériel neuf, un véhicule léger, simple, rustique et convenablement armé, peut continuer à remplir sa mission des décennies après que des systèmes techniquement supérieurs ont été retirés du service. Cette leçon, validée par 60 ans d'emploi continu de la MEL 90, au Maroc, continue de résonner dans les bureaux d'études de la défense. La quête incessante de la supériorité technologique, légitime dans les conflits de haute intensité entre puissances industrielles, peut devenir contre-productive dans les guerres de guérilla, les conflits gelés et les opérations de stabilisation où la disponibilité opérationnelle, la simplicité logistique et le rapport coût-efficacité priment sur les performances absolues. Les AML 90 marocaines, patrouillant encore le Berme du Sahara occidental en 2026, 65 ans après leur première livraison, incarnent ce paradoxe vivant. Le meilleur peut être l'ennemi du bien, et parfois, ce qui persiste n'est pas le plus fort, mais le plus adapté. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire pour partager votre avis et à mettre un pouce en l'air. Votre soutien nous permet de continuer à produire ce type de contenu. À très bientôt pour un prochain épisode.